la fin du XVIe siècle, le château de Châteaugiron va être assiégé et pillé par les troupes de la Ligue. L'idée était de défendre la ville de Rennes. Au XIXe siècle, un mécanisme d'horlogerie sera installé tout en haut de la tour. Je pense que le lien des habitants avec Châteaugiron est très fort. Alors moi c'est Laetitia Burel, je suis chargée de valorisation du patrimoine à l'Office de tourisme du pays de Châteaugiron. Je m'appelle Yves Renaud, je suis maire depuis 2020 aux nouvelles élections. Néanmoins, je suis élu depuis 2008 puisque en fait, j'ai franchi les étapes en quelque sorte. J'ai été conseiller municipal depuis 2008 et puis je suis adjoint ensuite en 2014 pour être maire enfin en 2020. J'étais adjoint à la culture, au tourisme et aux finances. Et donc c'était assez large. En ce qui me concerne ma formation, j'ai pas du tout une formation culturelle et patrimoniale puisque j'étais commercial. Donc voilà, ça mène à tout, la preuve. Et donc la gestion des équipes, la gestion de budget m'a permis aussi d'appréhender un petit peu l'avenir à ce niveau-là. Alors mon premier lien avec le château, c'était en 2020, quand j'ai cherché à m'installer sur Châteaugiron, où évidemment, comme tout un chacun, on a visité le secteur, visité la ville. On est un peu tombé amoureux aussi de cette ville, et donc on a décidé de s'y installer. C'était ma première rencontre avec le château. La première fois où je suis entré, par contre, dans le château, c'était un jour d'élection, je crois que c'était les élections présidentielles, où je suis venu voir un petit peu comment ça se passait, et là j'ai pu pénétrer dans le château. C'est un endroit fabuleux, voilà, magnifique. Quand on arrive, quelle que soit la route qu'on emprunte, quand on arrive de Rennes, quand on arrive de la Guerche, qui sont les deux points qui arrivent sur le château, je pense qu'on est ébloui par cette masse qu'on prend en plein les yeux, qu'on voit et qu'on a envie de découvrir, vraiment. L'histoire du château de Châteaugiron commence au XIe siècle avec un chevalier dénommé Anquetil. Celui-ci obtient des terres ici même du duc de Bretagne et décide d'y faire construire un château en bois. Ce château en bois ne restera pas très longtemps debout, il sera très rapidement reconstruit en pierre par le fils d'Anquetil. Celui-ci s'appelait Giron et c'est Giron qui laissera son nom au château, à la ville et à une importante famille du Moyen-Âge. Pourquoi ils ont décidé de construire ici? Parce qu'on est sur un site qui présente une bonne défense naturellement. C'est-à-dire qu'on est situé sur un promontoire rocheux. Et également, vous aviez en contrebas du château un étang, à l'époque du Moyen-Âge, qui était une frontière naturelle défensive pour le château. Si on regarde le château aujourd'hui, vous avez derrière moi le corps de logis, qui est dans un état remanié du XVIIIe siècle. Vous avez à ma droite la chapelle du château, qui date du XIIe siècle, qui est l'élément le plus ancien qui nous reste aujourd'hui. Le château aujourd'hui comporte 4 tours. Vous avez la tour de l'horloge juste ici, construite au XIVe siècle. Le donjon, construit au XIIIe siècle. Une autre tour là-bas, la tour cardinale collée au logis. Et puis il y a une 4e tour qui se trouve derrière le château. Au Moyen-Âge, il y avait 6 tours, donc 2 ont été détruites bien après, j'y reviendrai tout à l'heure. Au Moyen-Âge, le château est une vraie forteresse. C'est un château donc complètement fermé, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il y avait une muraille qui traversait la cour du château, qui allait de la tour de l'horloge jusqu'à la tour cardinale. Donc je vous propose maintenant d'aller vers le donjon pour voir le système défensif qu'il possédait. Nous sommes donc devant le donjon qui a été construit au XIIIe siècle. Le donjon dans un château, c'est toujours la tour la plus importante, c'est là où il y a la meilleure défense, puisqu'en cas d'attaque, le seigneur et sa famille viennent s'y réfugier. Le donjon était donc isolé du château. Pour y accéder, il y avait un pont-levis qui partait de la cour du château et qui donnait directement au premier niveau, comme c'est le cas actuellement. Et on va voir ensuite le reste du système défensif. Suivez-moi. Alors nous sommes donc dans le sas du donjon. Juste ici, à la place de cette grille en fer, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait une herse. Vous voyez, juste ici, il y a une rainure qui fait le tour de la porte. Donc la herse qui venait s'abattre se trouvait juste ici. Et si on avance un petit peu, on se trouve donc dans ce sas.
Admettons que les ennemis ont réussi à passer le pont-levis et la herse. Ils se retrouvent ici piégés. La herse est abattue derrière eux et cette porte est évidemment fermée. Et vous avez ce trou. Ce trou, ça s'appelle un assommoir. Et donc ça porte très bien son nom puisque ça servait à assommer les ennemis. On y envoyait divers projectiles, des pierres, de l'eau chaude. Et le top du top, le sable chaud, les grains chauds s'infiltraient dans les armures des soldats et c'est très compliqué de s'en défaire. Alors vu que nous on n'est pas des ennemis, on va pouvoir rentrer dans le donjon. Alors ici on se trouve dans la salle des gardes du donjon. Donc c'est là que le soldat pouvait se reposer, nettoyer et ranger leurs armes. C'est la seule salle que l'on peut visiter du donjon puisque les autres n'ont pas été restaurés. Donc les planchers sont beaucoup trop fragiles. Ce qu'il nous reste de cette époque-là, vous voyez, vous avez cette petite cheminée pour les soldats. Et puis regardez aussi ce petit détail de la porte. Vous voyez qu'elle est toute petite et très fine. Ça, c'est aussi un élément de défense pour le donjon. Ça permettait de ralentir les ennemis. Derrière se trouve un escalier en colimaçon qui dessert les autres niveaux. Et donc, évidemment, les ennemis passent un par un. Et derrière, on est bien attendu. L'idée était, donc ça faisait partie de la deuxième ceinture des Marches de Bretagne, et donc l'idée était de défendre la ville de Rennes contre les velléités, notamment des princes, ou des ducs angevins, qui attaquaient régulièrement la Bretagne. Alors après la branche des châteaux Giron, donc qui est née avec Giron au XIe siècle, cette branche est née, elle s'éteint en 1427 avec Patry III. Et après, effectivement, la baronnie, elle va passer dans les mains de familles alliées, les Malestroit, les de Laval ou encore les Cossé-Brissac. Tous ont possédé le château de Château-Giron à un moment donné. Alors nous sommes maintenant devant la tour de l'horloge, construite au XIVe siècle. C'est donc d'abord une tour de défense. Après le Moyen-Âge, elle n'aura plus vraiment d'utilité. Elle sera donc transformée en tour de l'horloge. En 1666, le seigneur de Château-Giron va faire don d'une cloche qui sera installée tout en haut de la tour, dans le petit campanile. Cette cloche, elle sera baptisée Henriette, en l'honneur d'Henri de Cossé-Brissac, seigneur de Château-Giron. Et un peu plus tard, au XIXe siècle, un mécanisme d'horlogerie sera installé tout en haut de la tour. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Si on peut faire juste un petit arrêt ici, c'était une ancienne salle des gardes du XVe siècle, voilà, où les soldats se reposaient. Une salle de repos pour les gardes, qui est restée un petit peu dans son jus, voilà, du XVe siècle. Alors donc voilà le mécanisme qui date du début du XIXe siècle. Alors c'est un mécanisme qui fonctionne avec des poids. Et vous en avez 3. Qui sont juste ici, un petit peu plus bas. Chaque poids est relié à un rouage. Si on prend donc celui-ci et qu'on suit donc le cheminement de la corde, on arrive juste ici, au rouage à droite. Ce poids donc est relié à ce rouage qui va permettre de sonner les heures. Alors si on prend donc l'autre poids tout derrière, celui-ci donc est relié au rouage ici à gauche pour sonner les quarts d'heure. Et vous avez un dernier poids qui est relié au rouage du milieu cette fois-ci. En fait, il est relié à l'encre de mouvement. C'est ce qui permet au balancier, tout en bas, de rester en mouvement. Et c'est à partir du balancier, le balancier il donne la fréquence de temps qui est juste et invariable. Et donc à partir de ce balancier, toutes les heures, le rouage ici sera libéré et ici, tous les quarts d'heure. Si vous regardez à l'extrémité de chacun des rouages, vous avez ici une tige métallique et de l'autre côté, il y en a 2. Ces tiges, elles remontent tout en haut, au-dessus de la plateforme. En fait, chaque tige est reliée à un marteau qui, lorsque le rouage est libéré, vient taper sur la cloche correspondante. Tout en haut, il y a donc 3 cloches
Il y a la fameuse Henriette, qui a été installée en 1666, qui est donc toujours là, qui est classée au monument historique, qui mesure 1 mètre de diamètre et pèse 600 kg. Elle sonne les heures. Et vous avez ensuite 2 petites cloches qui ont été installées au même moment que le mécanisme, au début du 19e siècle. Elles pèsent environ 50 kg. C'est un mouvement de 30 heures. Ce qui veut dire que tous les matins, vous avez un employé communal qui grimpe ici pour remonter les poids. Ça lui fait donc 100 marches tous les matins. Un petit peu de sport pour bien commencer la journée. Alors, le son des cloches n'est pas très fort dans la tour. Ceci parce que vous avez cette charpente en bois qui a été construite pour le mécanisme. Tout ce que vous voyez en bois dans la tour a été construit pour ce mécanisme, donc après le Moyen-Âge. Et le bois donc permet au son de se diffuser vers l'extérieur. Les cloches, elles sonnent tous les jours, jour et nuit, pour le plus grand bonheur des Castelgironais. Elle a été construite au XIIe siècle, mais c'est d'abord une petite chapelle dédiée au seigneur et à sa famille. Et ce n'est qu'au XVIe siècle qu'elle va accueillir la population de Châteaugiron. Et c'est à ce moment-là qu'on réunit la petite chapelle privée du seigneur et la salle du jeu de paume, ce qui lui donne du coup la taille qu'elle a aujourd'hui. Elle restera elle accueillera la population jusqu'en 1865, moment où on transfère à nouveau le culte vers une nouvelle église, la nouvelle église construite à ce moment-là, qui est l'église actuelle de Châteaugiron. Entre 1589 et 1595, le château de Châteaugiron va être régulièrement assiégé, pillé. Les tapisseries sont lacérées, les objets précieux sont volés. La ville aussi est attaquée, les boutiques sont pillées, les maisons incendiées. Donc, c'est les guerres de religion qui prennent fin en 1595, mais le château est laissé dans un état assez triste, avec des parties complètement en ruine. Effectivement, à ce moment-là, le duc de Mercœur, qui est gouverneur de Bretagne, caresse le rêve un peu fou de rétablir l'ancien duché de Bretagne à son compte, parce que là, la Bretagne n'est plus indépendante. Et à ce moment-là, il va s'en prendre aux places fortes de la Bretagne, qu'il considère comme des bastions du protestantisme. Et donc, il va attaquer Rennes, Vitré et Châteaugiron. Après les guerres de religion, le château est tellement abîmé finalement que les seigneurs propriétaires, donc la famille Cossé-Brissac, le délaissent. Eux, ils vivent dans leur manoir sur la commune de Chartres de Bretagne. Et finalement, après, il sera vendu en 1701. Voilà, on fait un saut dans le temps, à la famille Leprêtre de Laisonnay, qui effectivement arrive au château, le reconstruit et le modernise, lui donnant en fait l'allure qu'on peut voir aujourd'hui. Il n'y a pas de fait marquant à la Révolution, mais c'est peut-être parce que la famille Leprêtre de Laisonnay, justement, qui est propriétaire du château à ce moment-là, est très aimée des Castelgironais. C'est vrai que le marquis de Laisonnay a toujours fait preuve d'une gentillesse envers la population, était soucieux d'améliorer leurs conditions de vie. Donc ils ne seront pas du tout inquiétés, ils ne subiront pas du tout de violence pendant la Révolution. Et d'ailleurs, pendant les premières années de la Révolution, ils vivent toujours au château de Châteaugiron. Les Leprêtre de Laisonnay se séparent de la propriété du château à la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution. Donc le château devient à ce moment-là une résidence privée, ça l'était déjà, mais en même temps une résidence qui est entretenue et qui est après mise un petit peu par des privés, dont un monsieur Renaud d'ailleurs, qui a été propriétaire de ce château. À partir de 1936, le château est cédé à la commune par le conseil général, donc par le département. Et puis, il est mis à disposition de la commune qui le met aussi, elle, à disposition d'associations, notamment la chapelle, qui a eu plusieurs vies, puisque la chapelle a été un cinéma, elle a été une salle d'escrime, elle a été de nombreuses choses, elle a eu plusieurs vies, et aujourd'hui, avant d'être centre d'art, puisqu'elle est centre d'art depuis le 15 juin 2015, après 7 années de travaux, une année de démolition du cinéma qui avait été créé à l'intérieur de cette chapelle et 6 ans de restauration complète, puisque tout y est passé, on va dire du sol au plafond. La chapelle a été restaurée entièrement, dans laquelle d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez visité, on a
on a découvert des fresques qui ont été remises à jour, dont les plus anciennes sont identifiées du XIIe siècle. Alors, le château est devenu hôtel de ville en 1975. La mairie de Châteaugiron a eu là aussi divers endroits, puisque le donjon a été la mairie de Châteaugiron, la place des Gattes a été la mairie de Châteaugiron, et c'est le maire de l'époque qui a décidé que le château deviendrait l'hôtel de ville. Donc depuis 1975, je pense qu'il est visitable depuis ces années-là à peu près. Le Châteaugiron est très proche des métiers d'art. Il y a un salon qui se déroule chaque année dédié aux métiers d'art. Et nous avons décidé, avec ce donjon, de le restaurer, de mettre en œuvre cet espace pour pouvoir accueillir des métiers d'art d'une manière régulière et éphémère en même temps, puisque en fait, les artisans d'art pourront venir exposer et vendre leurs productions sur des périodes d'un mois globalement. Et le donjon est en cours de réaménagement à cette destination. Alors, du château, on peut visiter le donjon, la tour de l'horloge, qui fait partie des visites qui sont organisées par l'Office du tourisme, donc qui sont très régulières. On peut visiter les combles du château, et puis la chapelle, bien évidemment, le centre d'art. Le château ne va pas arrêter de se modifier, de s'agrandir et de se fortifier. Et c'est vrai qu'au XVe siècle, sous l'impulsion du seigneur Jean de Derval, le château va devenir une véritable forteresse. Et effectivement, on note l'apparition de canonnières sur les tours, qui démontrent bien une adaptation à ces armes lourdes, les canons. Voilà. Alors on a des traces, des chemins de ronde, des machicoulis, mais on a beaucoup perdu quand même. C'est surtout les canonnières finalement qui nous restent de cette époque forteresse glorieuse du château. Ouais. Jean de Derval toujours, puisqu'on est à la même époque, se lie à la famille de Laval, qui est une richissime famille. Il se marie à Hélène de Laval, qui est princesse, mais qui est arrière-petite-fille du roi de France, petite-fille du duc de Bretagne, sœur de 3 évêques. D'un coup, la baronnie de Châteaugiron se retrouve liée à plusieurs têtes couronnées et mitrées, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Et donc, il faut pouvoir accueillir tout ce beau monde dans le château. Donc, effectivement, Jean de Derval fait des travaux vers le milieu du XVe siècle, pour faire du château de Châteaugiron une vraie forteresse, mais aussi un endroit où il fait bon vivre et où on peut accueillir tous ces hôtes de marque. Alors on va maintenant se diriger vers le corps de logis, qui est dans un état remanié du XVIIIe siècle. Comment on en est arrivé là ? En fait, à la fin du XVIe siècle, le château de Châteaugiron va être assiégé et pillé par les troupes de la Ligue, dirigées par le duc de Mercœur. Ce sont les fameuses guerres de religion. Après ces conflits, le château de Châteaugiron est dans un état de ruine, à tel point qu'il sera délaissé par ses propriétaires pour être vendu finalement en 1701 à une riche famille de la noblesse parlementaire rennaise, la famille Leprêtre de Laisonnay. Ils arrivent ici et ils vont reconstruire le château en le modernisant et en lui donnant le goût de l'époque, le goût du XVIIIe siècle. Ils vont donc apporter des changements importants sur le corps de logis et notamment la façade que vous avez juste derrière vous. C'est une façade qui présente de grandes ouvertures et des lucarnes au fronton triangulaire et en plein cintre. C'est un petit peu ce qu'on retrouve au Parlement de Bretagne à Rennes. On va maintenant se diriger vers les pièces du haut pour aller découvrir un petit peu tous ces changements. Alors on va maintenant aller sur la terrasse nord du château, qui est un changement qu'on doit à cette famille Leprêtre de Laisonnay au XVIIIe siècle. Alors ici se trouvait autrefois une tour du Moyen-Âge. À l'arrivée de la famille Leprêtre de Laisonnay, cette tour est très abîmée et puis c'est pas très moderne pour le XVIIIe siècle. Ils vont donc la détruire. Ils la remplacent par un pavillon carré avec terrasse et arcade. C'est beaucoup plus sympathique pour profiter du château et profiter de la vue. On a une terrasse au nord du château et cette terrasse est un aménagement que l'on doit à la famille Leprêtre de Laisonnay au XVIIIe siècle. Autrefois, c'était une tour qui s'élevait à cet endroit-là, donc une tour du Moyen-Âge. Et puis à l'arrivée de la famille Leprêtre de Laisonnay, finalement une tour c'est pas moderne, donc ils vont la détruire et créer un pavillon carré avec cette jolie terrasse.
La famille Leprêtre de Laisonnay gardera le château jusqu'à la fin de la Révolution française. Elle le vendra ensuite à M. Ramet, un commerçant rennais, qui le gardera jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le château sera ensuite vendu à un commerçant rennais, puis encore à un autre. Et finalement, c'est le Conseil général qui récupérera le château et qui, en 1936, le rétrocède à la commune de Châteaugiron. C'est très varié en fait, on a un public qui vient d'un petit peu partout, donc on est à proximité de la nationale, enfin de la route qui mène entre Paris et Brest. Et donc beaucoup de gens s'arrêtent parce qu'il y a des annonces de Châteaugiron, petite cité de caractère, sur la voie express. Et donc les gens s'arrêtent par curiosité. Le centre d'art est de plus en plus connu, attire aussi beaucoup de monde. Donc on a, on va dire, un tourisme assez hétéroclite, beaucoup des étrangers, beaucoup d'Espagnols notamment, d'Italiens. Oui. Et puis après les gens qui viennent aussi très très régulièrement pour visiter les expositions proposées au centre d'art. Donc oui, on a un tourisme qui est un tourisme de passage, on va dire. Alors le centre d'art, là, ici passent 4 expositions par an et quelques événements comme des événements musicaux qui peuvent se produire en cours d'année. Mais là, vous parlez de musée et en effet, on est en train d'aménager un musée dans les combles du château de façon à ce que tout le monde puisse profiter de l'histoire de Châteaugiron, de son vécu, d'où on vient, d'un petit peu de tout ce qu'on vient de dire. Et puis ce musée dans les combles permettra aussi de mettre en valeur et d'admirer la charpente exceptionnelle du XVe siècle. Alors, il y aura beaucoup de photos, il y aura des mises en scène qui seront aussi produites. Et puis, sur Châteaugiron, on a eu la chance d'avoir des sculpteurs connus, puisque c'était Julien et Pierre Gourdel qui étaient sculpteurs à Châteaugiron et qui ont laissé quelques œuvres qui seront exposées dans ce musée. Je pense que les gens à Châteaugiron, d'une manière générale, se plaisent, trouvent qu'on est dans une cité où il fait bon vivre et leur château c'est un peu leur propriété, c'est aussi le lieu commun. Voilà, donc beaucoup de gens viennent s'y balader le dimanche, les vacances, enfin, etc. Et donc autour de l'étang, je pense que le lien des habitants avec Châteaugiron est très fort.